Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 13 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère Anthony Aguilar est avec nous. Bienvenue parmi nous, Tony. Merci de m'avoir invité, Nancy. Tony, comme tu t'y attendais, la guerre revient dans le Golfe Persique. Les États-Unis, enfin Donald Trump, a déclaré aujourd'hui qu'il avait officiellement informé le Congrès américain qu'il allait reprendre la guerre dans le Golfe Persique. Demain soir, à 20h heure locale, il va rétablir le blocus contre les Iraniens. Il a dit qu'il allait imposer une taxe de 20%, mais seulement aux Iraniens. Enfin, non, il n'a pas dit exactement aux Iraniens. Il a dit que le blocus visait les Iraniens, pas les autres, mais que tout le monde devait quand même payer 20% à Donald Trump et à son nouveau genre de mécanisme qu'il veut mettre en place dans la région. Et voilà ce que Donald Trump a déclaré aujourd'hui. D'après ce qu'on entend du détroit d'Ormuz, les deux camps s'attaquent mutuellement. En gros, les États-Unis ont commencé à frapper l'Iran. On a d'ailleurs des images tournées sur l'île de Kish, par exemple. Voici une des vidéos qui montre qu'ils ont visé une cible à Kish. Et là, vous voyez la carte de l'Iran. Jusqu'à présent, ils ont attaqué plusieurs villes. Kangan, Bandar Abbas, l'île de Kish, la région de Sirik, la ville de Jam, Jask et Konarak. Tout ça se trouve dans le sud du pays. C'est donc l'ensemble des villes et des îles visées ce soir, la manière dont les États-Unis frappent dans le sud de l'Iran. Et on avait, je vais le redire parce que nous avons du public. Je l'ai déjà dit dans l'émission précédente, mais je vais le redire pour toi aussi, Tony, parce que je veux comparer ce qui se passe ce soir avec ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, ils ont mené des attaques avec des HIMARS, tu sais, en frappant la partie ouest de l'Iran. Les HIMARS étaient positionnés au Koweït, à la frontière entre le Koweït et l'Irak. Et on voit que la plupart des cibles se trouvent près de la frontière irakienne ou de la frontière koweïtienne. Ensuite, il y a quelques cibles dans le détroit d'Ormuz et dans la partie est de l'Iran, une cible à Chabahar. Et la réponse iranienne, c'était ça, hier soir. On a vu des frappes sur Oman, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, et à nouveau Oman. Oman, c'était en quelque sorte une nouveauté. L'Iran n'avait encore jamais attaqué Oman. Et voici les nouvelles images qui viennent tout juste d'être publiées par les Iraniens. On les voit tirer des missiles et... Attendez, je baisse un peu le son ici. Les images montrent qu'ils lancent des missiles et des drones sur certaines cibles. On ne sait pas encore quelles sont ces cibles. Pour l'instant, aucun rapport n'a été publié à ce sujet. Mais je suppose qu'ils visent les mêmes objectifs que la nuit dernière. Mais non, puisqu'ils ont une sorte de limite dans leurs cibles possibles. Tout cela va concerner les pays du Conseil de coopération du Golfe. Avant qu'on ne prenne l'antenne, tu disais qu'on revenait vers la guerre, une guerre totale. Tony, quelle est ton évaluation de la situation? Eh bien, je veux d'abord dire que j'ai toujours été très ferme dans mon analyse. On allait revenir à une guerre totale. La période intermédiaire de négociation, en réalité, avait surtout permis aux États-Unis de montrer qu'ils ne le feraient pas et qu'ils ne le pouvaient pas. On était simplement dans une impasse et on allait forcément replonger dans un conflit à grande échelle. Et à chaque phase d'escalade, c'est-à-dire à chaque moment de fureur intense, il y a eu des phases de montée et de retombée de la tension. Il y a eu une période de désescalade avec le projet Freedom qui a duré environ 30 heures. Puis on est entré dans cette phase de sommes-nous en guerre ou pas, sans jamais dire clairement que nous ne l'étions plus. Ensuite, le protocole d'accord est arrivé. Mais ce protocole n'a jamais vraiment pris forme. On n'a même pas dépassé l'article 1er, et déjà les échanges de tirs avaient repris. C'est sur cette base que j'ai toujours fondé mon évaluation. Depuis le 28 février, je suis convaincu
d'une chose. La seule façon pour les États-Unis de trouver une issue ou de sortir de ce conflit qu'ils ont eux-mêmes déclenché, c'est soit par une guerre totale, avec la capitulation et la reddition militaire complète de l'Iran, ce qui très probablement n'arrivera pas, soit en acceptant de s'asseoir à la table des négociations sur des bases que l'Iran et les États-Unis jugent tous deux acceptables, applicables et respectées. Et dans le protocole d'accord, c'était justement une occasion à saisir. Mais les États-Unis ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce que le véritable obstacle dans cette affaire, c'est Israël. Donc à l'avenir, nous resterons dans un état de guerre permanent avec l'Iran jusqu'à ce que les États-Unis imposent et obtiennent une reddition totale de l'Iran, ce qui n'arrivera pas, ou bien jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils doivent négocier avec l'Iran. Et tant qu'Israël fait partie de cette équation, que ce soit vis-à-vis du Liban ou de Gaza, les États-Unis ne peuvent pas tenir leur part du marché. Donc, malheureusement, cette guerre va s'intensifier parce que Donald Trump ne semble pas capable de tirer cette leçon, ni celle de l'histoire. Cette guerre a été lancée sur des objectifs flous, des objectifs impossibles à atteindre. Et maintenant, on la relance dans une logique d'hostilité totale. En réalité, elle n'a jamais vraiment pris fin. Elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Il y a juste eu une période d'accalmie que les États-Unis ont utilisée, la négociation et la diplomatie servant de façade, pour se réarmer et rétablir leurs forces militaires dans toute la région. On l'a bien vu. Alors, où en est-on aujourd'hui? Les États-Unis ont tiré des HIMARS hier soir, ou peut-être encore ce matin, et ils ont déjà prévu d'autres frappes avec ces systèmes. Ce n'est pas tant l'utilisation du HIMARS en lui-même qui compte, mais surtout ce que les États-Unis tirent à partir de ce lanceur. Le HIMARS, c'est le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité. En fait, c'est une plateforme de lancement. Et ce qu'elle peut tirer, ça va du missile ATAC-MS, le missile tactique de l'armée, à très longue portée, très coûteux et assez spécialisé, jusqu'au nouveau missile PRSM, une munition de précision que les États-Unis ont introduite l'an dernier. On a d'ailleurs presque épuisé tout le stock de ces PRSM à cause de cette guerre. Ceux qu'on envoie encore là-bas sortent directement de la chaîne de production de Lockheed Martin. Et puis il y a aussi le MLRS, le système de lancement multiple de roquettes. D'après la distance et la portée, les États-Unis utilisent soit le PRSM, soit l'ATAC-MS. Là encore, les deux sont en quantité limitée. Donc ce n'est pas un système sur lequel on va pouvoir compter encore très longtemps. Et la raison pour laquelle on l'utilise, c'est qu'il est considéré comme un système sacrificiel. Un système sacrificiel tactique, c'est-à-dire qu'on peut l'installer, le déclencher à distance, et si jamais il est touché par un tir de contre-batterie, la perte reste limitée à l'équipement. Ce n'est pas du tout la même chose que de perdre des soldats ou une batterie sur place. On peut bien sûr les doter d'un équipage et mettre en place plusieurs batteries, mais ce n'est pas comme ça qu'ils sont déployés dans les zones où ils ont été utilisés. Du coup, ils ne sont vraiment efficaces que lors de la première salve de tir, ce qui, jusqu'à présent, n'a pas été le cas. Donc maintenant, les États-Unis vont devoir soit revoir leurs options de ciblage, soit redéfinir la solution de ciblage pour ce qui reste sur le terrain. Et sinon, ils devront recourir à des munitions plus stratégiques, dont nous avons aussi peu en stock et qui sont bien plus coûteuses que ce que l'Iran peut déployer. L'Iran, lui, dispose de drones asymétriques, à bas coût, de roquettes et de missiles moins chers, jusqu'à des systèmes de précision capables de frapper des cibles de très grande valeur. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les États-Unis continuent de frapper dans ce que j'appelle maintenant le corridor d'Ormuz. Il commence au sud du détroit, dans le golfe d'Oman, remonte à travers le détroit, puis vers le nord, dans la partie sud du golfe Persique. C'est tout ce corridor-là. Ce qu'on a vu,
c'est que les États-Unis essayent d'établir une CELOC et une ALOC, c'est-à-dire une ligne de communication maritime et une ligne de communication aérienne. On n'a pas la possibilité de mettre en place une GLOC, une ligne de communication terrestre, à travers le détroit. Et pourtant, c'est l'idéal quand on parle de mener une guerre avec du personnel, de la logistique, des approvisionnements, du réapprovisionnement, tout ce qu'implique une guerre. Mais quand ce n'est pas possible, comme on l'a fait pendant la campagne des îles pendant la Seconde Guerre mondiale, l'objectif, c'est d'établir une ligne de communication maritime solide en s'appuyant sur les forces navales dans une chaîne d'îles. Autrement dit, le retour du blocus que le président a annoncé ce soir. Un blocus, c'est un acte de guerre. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas quelque chose qui dépend des circonstances. Ce n'est pas une question de savoir qui a raison ou tort. Non, factuellement, objectivement, un blocus naval, c'est un acte de guerre. Donc il n'y a aucun doute, d'après la propre déclaration du président, nous sommes de nouveau en guerre totale. Et maintenant, comme on se le demandait tous pendant l'opération Fureur épique et pendant les 130 et quelques jours qui ont mené jusqu'à ce moment, quel est l'objectif? Quel est l'objectif militaire à atteindre pour ensuite avoir un levier dans les négociations ou dans la diplomatie pour donner aux États-Unis, dans ce cas, un avantage? Eh bien, on sait que c'est le détroit d'Ormuz. Peu importe le reste. L'obstacle principal pour les États-Unis, s'ils veulent obtenir un levier ou une position de force dans les négociations avec l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Donc, dans cette nouvelle phase d'escalade et d'hostilité, dans cette suite du même conflit, les États-Unis vont tenter de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Et je veux préciser cela, parce qu'il y en a toujours qui disent « Oh, les États-Unis n'essaieraient jamais une chose pareille. » Ils ne pouvaient pas faire ça. Et ici, pour être clair, saisir ou contrôler ne veut pas forcément dire qu'un pays doit envoyer des troupes au sol. C'est une option, mais ce n'est pas la seule. On peut encercler une zone et la prendre par les airs, par l'artillerie, par l'interdiction, par le contrôle. Il y a beaucoup de façons d'imposer le contrôle d'un point stratégique sans forcément poser le pied sur le terrain. Maintenant, là où je pense que les États-Unis vont tenter d'envoyer des troupes au sol, à cause des frappes ciblées qu'on a vues à Keshm encore et encore, c'est sur l'île de Keshm, sur la plage ou la côte ouest, pour s'emparer de cet aérodrome. Si les États-Unis espèrent prendre temporairement le contrôle pour établir un verrou A et un verrou G durable à travers le détroit, il faut absolument disposer d'une puissance aérienne locale, pas stratégique, locale. Et la seule façon d'y parvenir, c'est d'avoir une base aérienne à proximité, là où les avions tactiques, les Apaches, les A-10 et d'autres types d'appareils peuvent effectuer des sorties sans devoir se ravitailler en permanence juste pour atteindre la zone. Cette base, c'est celle de l'île de Keshm. Donc, je pense que ce qu'on va voir avec la mise en place de ce blocus, encore une fois, c'est que les États-Unis vont établir cette position, puis avancer dans le détroit pour prendre le contrôle de la chaîne d'îles au sud, autour d'Ormuz. Et je pense que c'est exactement ce qu'on va observer dans les prochains jours. Oui. Alors là, on dirait que l'Iran frappe Bahreïn. Les premières cibles, tu vois, sont touchées par des missiles iraniens à Bahreïn. Et Tony, laisse-moi te montrer la vidéo d'aujourd'hui. Donald Trump qui parle du protocole d'accord. Voilà ce qu'il a dit à propos de ce protocole. C'était un test, on ne savait pas. Écoutez, un protocole d'accord, quand on a affaire à des types peu recommandables, ça ne veut pas dire grand-chose. Et même quand on a affaire à des gens honorables, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Parce que justement, c'est un protocole d'accord. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on fait même
Vous savez, c'est une tactique classique aux États-Unis. On commence par un protocole d'accord, puis on passe à l'accord final. Moi, j'ai dit, allons directement à l'accord. Mais vous savez quoi? C'était en quelque sorte un test. Et ils n'étaient pas au rendez-vous. Ils n'ont pas respecté le test. On l'avait, cet accord. On l'avait conclu plusieurs fois. Oui. Ils n'ont pas respecté le test, ni le protocole d'accord. Et de quelle partie parle-t-il exactement? Quelle partie du protocole d'accord n'ont-ils pas respecté jusqu'à présent? Je parle des Iraniens. Eh bien, l'Iran a respecté tous les aspects du protocole d'accord tel qu'il a été présenté, signé et approuvé. Et si on revient un peu sur l'histoire de la mise en place de ce protocole, je voudrais aussi répondre à Donald Trump, qui disait « Pourquoi avoir un protocole d'accord avant un accord final? Faites directement l'accord. » Mais en réalité, dans chaque mise en œuvre stratégique d'un traité que les États-Unis ou d'autres pays ont conclu avec une autre nation, il y a toujours eu des discussions préalables, des armistices, des cessez-le-feu ou des négociations avant le traité lui-même. C'était le cas après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, lors du retrait américain du Vietnam, du retrait des forces américaines de Corée et de l'armistice établi entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Dans chaque conflit qui s'est terminé, il y a toujours eu des discussions préalables pour préparer le terrain à ce que sera le traité. Donc, c'est un commentaire ignorant de la part du président des États-Unis. Mais ça montre aussi que Donald Trump, en tant que président et représentant de la politique étrangère du pays, n'a jamais eu l'intention que le protocole d'accord soit quelque chose que les États-Unis respecteraient ou appliqueraient. À ses yeux, ça a toujours été une façade, un simulacre. Et je l'ai pensé dès le début, je le pense encore aujourd'hui, et c'est maintenant évident. C'est bien les États-Unis qui ont présenté ce protocole d'accord. N'oublions pas qui l'a présenté. C'était les États-Unis. Les États-Unis ont présenté ce protocole d'accord. Alors, quand on regarde comment il a été présenté, et surtout par qui, les États-Unis, avec beaucoup d'apports venus d'Israël, si Steve Witkoff et Jared Kushner ont participé à sa rédaction, ça veut dire qu'Israël y a pris part directement, pas même de manière indirecte, directement. Jared Kushner et Steve Witkoff ne sont rien d'autre que des agents d'Israël. Donc avec leur participation, c'était tout simplement un accord israélien, utilisé pour donner l'apparence ou le camouflage d'une démarche diplomatique. En réalité, les États-Unis avaient bien l'intention de replonger dans le conflit pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et au fond, depuis le tout début de ce conflit, depuis qu'il a commencé le 28 février, qu'est-ce que les États-Unis cherchent vraiment? Est-ce une capitulation totale de l'Iran? Eh bien, ça n'arrivera pas. Est-ce la capitulation complète du programme nucléaire iranien? Non plus. Ce ne serait ni possible, ni conforme au droit international. Un pays a le droit de développer des capacités nucléaires à des fins civiles, et l'Iran a toujours affirmé que c'était son intention. Il n'existe aucune information ni aucun renseignement indiquant que l'Iran cherchait à fabriquer une arme. Alors, est-ce que c'était ça l'objectif? Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'obsession de Donald Trump, c'est désormais le détroit d'Ormuz, et non plus la liberté des mers, de la navigation ou du commerce. Tout tourne autour de combien d'argent Donald Trump peut gagner là-bas. Aujourd'hui, il estime qu'il est normal d'imposer des tarifs et des coûts à tous les navires qui passent par le détroit d'Ormuz. Mais selon lui, quand c'était l'Iran qui le faisait, ce n'était pas acceptable. On voit donc une hypocrisie totale, affichée au grand jour. Et on se dirige vers une escalade plus forte, où les États-Unis vont devoir déployer davantage de force, dépenser plus de ressources pour tenter de modifier les paramètres du problème de négociation, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz.
Et je ne pense pas que les États-Unis réussiront dans cette entreprise. Oui, Tony, la seule différence que je vois cette fois, après le protocole d'accord, c'est que les États-Unis l'ont manipulé et qu'en ce moment, ils reviennent avec le blocus et avec la guerre. La seule différence, c'est qu'Israël ne fait pas partie de la guerre. Israël a été retiré du conflit et personne n'attaque Israël. Comme on l'a dit, les États-Unis attaquent l'Iran, l'Iran attaque les bases américaines dans la région et tous ces pays du Golfe sont touchés. Et la guerre dans le sud du Liban ne s'est pas arrêtée. Ils continuent de bombarder certaines zones dans le sud du Liban. Mais Israël, lui, n'est attaqué par personne. Et ça, c'était ça le plan. Au nom d'Israël? Absolument. C'était le plan d'Israël depuis le début. Entraîner les États-Unis dans la guerre, les pousser à s'engager militairement contre l'Iran dans une escalade permanente, tout en permettant à Israël de poursuivre son avancée au Liban et d'étendre son occupation totale de Gaza. Et ce n'est pas parce qu'Israël ne tire pas de missiles en ce moment ou ne se défend pas contre des missiles qu'il n'est pas impliqué dans cette guerre. Israël joue un rôle central dans la manipulation et l'influence exercée sur les décisions que prennent les États-Unis. Les décisions américaines, ce qu'on entend de la part de Donald Trump, je ne pense même pas que Donald Trump y croit vraiment. Il fait simplement ce qu'Israël lui dit de faire pour maintenir ce conflit. Ce conflit avec l'Iran ne sert en rien les intérêts des États-Unis, d'aucune manière. Alors il faut se poser la question, à qui profite cette guerre? À qui profite un conflit avec l'Iran? Eh bien, il profite à Israël. Oui, il me semble qu'il y a encore des gens, au sein de l'administration Trump, qui pensent qu'ils ont une sorte de solution militaire dans le détroit d'Ormuz et qui peuvent régler cette question commerciale par la force. Le général Mackenzie l'a dit, tout comme le général Wesley Clark et Keith Kellogg. Tous affirment qu'il faut agir, qu'ils peuvent entrer dans le détroit d'Ormuz, le traverser, atteindre l'île de Kark, occuper un peu de terrain, déployer des troupes au sol, puis influencer le détroit, voire le capturer et le contrôler. Franchement, je ne sais pas, ces gens-là sont tellement convaincus. On dirait que leur discours trouve un écho chez Donald Trump et dans son administration. C'est pour ça qu'ils reviennent à la charge. Eh bien, rappelons-nous que le général des Marines Mackenzie n'a pas été un bon commandant du Central Command. En fait, le général Mackenzie, en partant, a vu toute sa réputation et son service entachés par le fait qu'il a menti, oui, menti, à propos du meurtre d'une famille afghane en Afghanistan pendant le retrait. C'est lui qui a directement et personnellement ordonné la frappe contre un individu, tuant toute sa famille, puis a essayé de faire passer cet individu pour un membre de l'État islamique, ce qui a été prouvé faux, sans aucune ambiguïté. Et ensuite, il a dû présenter des excuses au nom du Central Command américain devant le Congrès pour avoir menti au Congrès à propos de cette frappe. Le général Mackenzie, rien d'autre qu'un flatteur et un ignorant. Je ne ferai pas confiance à un mot de ce qu'il dit. Quand on regarde la capacité des États-Unis à mener une opération militaire dans le détroit, dans le Golfe Persique, est-ce qu'ils en ont les moyens? Oui. Mais la vraie question, c'est ce que les États-Unis sont prêts à y engager. Parce qu'à ce niveau-là, ça devient une guerre totale. Et les États-Unis ne sont pas prêts à en payer le prix. Une telle opération ne pourrait pas se faire sans des pertes énormes pour les forces américaines, dans les airs, sur terre et en mer. Donc au fond, tout dépend de ce que les États-Unis sont prêts à risquer et à mettre sur la table. Alors, est-ce que les États-Unis pourraient mobiliser tous leurs moyens maritimes, navals et aériens dans la région? Des opérations spéciales, la prise d'un aérodrome, des attaques au sol, aériennes, maritimes.
Amphibie, oui, ils le pourraient. Les États-Unis en ont la capacité. Mais à quel prix et pour atteindre quel objectif? Parce que la prise de l'île de Karg ou son contrôle par les États-Unis ne garantit pas la capitulation de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, même temporairement, ne garantit pas non plus une capitulation iranienne. L'Iran dispose d'autres moyens de survivre, sur le plan géopolitique et logistique, depuis son propre territoire, avec d'autres voies d'importation et d'exportation, sans dépendre uniquement du détroit d'Ormuz. L'Iran peut encaisser cette douleur. Ce ne serait pas facile. L'Iran souffrirait, mais ça ne garantirait pas pour autant le succès des États-Unis. Et puis, il y a le risque calculé d'une telle action. L'île de Karg, le détroit d'Ormuz sous contrôle américain ou iranien. Qui d'autre s'en mêlerait? On pourrait très bien voir la Russie et la Chine s'impliquer directement, et peut-être d'autres encore. Donc, à chaque fois qu'on se demande est-ce que les États-Unis devraient faire ça, premièrement, rien ne garantit la victoire. Deuxièmement, il y a des risques évidents. Et ensuite, comment cette situation pourrait-elle encore s'aggraver si d'autres États-nations s'y engagent? Rien ne garantit que les États-Unis vont dire « Hey, le reste du monde, on s'en charge, restez en dehors de ça, ne vous mêlez pas ». C'est très peu probable. Et parmi tous ces généraux, surtout Mackenzie et d'autres qui regardent la situation, beaucoup ont toujours eu une attitude belliciste. Ils essaient de convaincre ou de conseiller le président d'emprunter une voie vers la guerre pour obtenir une victoire. Mais ce sont les mêmes généraux qui nous ont menés à l'échec en Irak, à l'échec en Afghanistan et qui nous ont entraînés en Syrie où nous n'avons toujours pas d'objectif politique clairement défini. Alors personne ne devrait les écouter. Ce sont des échecs. Oui, Tony. L'Arabie saoudite est en train d'attaquer le Yémen pendant qu'on parle. Comme tu le sais, aujourd'hui l'Arabie saoudite a tenté de forcer un avion civil iranien à atterrir au Yémen, à l'aéroport international de Sanaa. Plus tard, l'appareil s'est dirigé vers l'ouest du pays. Finalement, il a atterri à l'aéroport d'Al-Hodeïda, dans l'ouest du Yémen. Mais les Saoudiens ont détruit la piste de l'aéroport de Sanaa quand leurs avions de chasse ont frappé des cibles sur place. Ensuite, il y a eu la riposte yéménite. Ils ont visé l'aéroport international d'Aba et la base aérienne du roi Khaled en Arabie saoudite. Et pendant qu'on parle, l'Arabie saoudite continue d'attaquer le Yémen. Et il y a eu des frappes aériennes au Yémen, en réponse aux représailles venues du Yémen. C'est comme ça que les choses se passent. Et comment voyez-vous ce front-là? Je pense que c'est important, cette idée de rapprochement entre les deux camps. Vous vous souvenez, pendant la guerre, tout tournait autour du conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Mais aujourd'hui, si on met ces deux conflits ensemble et qu'il se passe quelque chose avec les installations pétrolières d'Arabie saoudite, avec son oléoduc ou encore avec la mer Rouge, cela pourrait aggraver les difficultés du marché pétrolier, en plus de celles liées au commerce. C'est un nouveau front. D'après Axios, enfin, je ne sais pas trop, parce qu'ils mentent souvent chez Axios, ils ont dit que Donald Trump avait soutenu les frappes aériennes saoudiennes au Yémen. Et voilà ce qu'on constate. Si on part du principe que ce rapport est exact, et qu'ils disent bien que Donald Trump a soutenu Ben Salman, MBS, en Arabie saoudite, dans son attaque contre le Yémen, alors il est en train de plonger toute la situation dans une sorte de chaos, de créer un nouveau désordre. Et en même temps, il cherche une forme de solution pour le marché du pétrole, pour le marché mondial. Quelle est votre lecture de tout ça? Vous savez, au début de la Première Guerre mondiale, personne ne pensait que ce serait une guerre mondiale. Et puis, quelques années plus tard, quand on a mené une autre guerre mondiale, personne ne l'a appelée comme ça.
ni même imaginer que ce serait une guerre mondiale, jusqu'à ce que ce soit devenu évident, tellement évident. Aujourd'hui, on est en train de franchir le seuil d'une troisième guerre mondiale, si vous voulez l'appeler comme ça. Moi, je pense qu'on vit depuis des décennies dans une guerre mondiale gelée. Mais si vous préférez dire que c'est maintenant une guerre chaude, une troisième guerre mondiale, eh bien, on y est. Pourquoi l'Arabie saoudite est-elle maintenant engagée militairement pour relancer ses attaques au Yémen? Pardon, je reprends. Donc pourquoi l'Arabie saoudite relance-t-elle sa confrontation militaire au Yémen? Parce que les Houthis, à travers les forces d'Ansar Allah, ont capacité de masse de contrôler le détroit de Bab el-Mandeb. Alors, est-ce que l'Arabie saoudite va s'impliquer directement sur le terrain, avec ses propres forces? Non. Mais elle va fournir une puissance aérienne. Elle va bombarder, puis chercher à mobiliser le HTA. Et on l'a déjà vu, ils sont en train de mobiliser l'alliance militaire du HTA. Donc ça ne reste pas sans réponse, parce que maintenant, les Émirats arabes unis s'impliquent aussi pour répondre à ce que l'Arabie saoudite fait à travers le HTA. Et les Émirats apportent désormais plus de soutien au STC. Le conflit s'intensifie donc. Il implique directement l'Arabie saoudite, directement les Émirats arabes unis, à travers leurs relais, le HTA et le STC, dans la lutte contre ce qu'on peut considérer comme un relais des forces de résistance liées à l'Iran au Yémen à cause du détroit de Bab el-Mandeb. Alors qu'Israël continue de se battre au Liban contre le Hezbollah, le proxy iranien, les États-Unis ne parviennent pas à engager de négociations avec l'Iran à cause de la situation d'Israël au Liban. Qui se retrouve au centre de tout ça? Les deux belligérants, l'Iran et les États-Unis. Et maintenant, d'autres pays sont entraînés directement dans ce conflit. Et Donald Trump n'a ni la capacité, ni la lucidité nécessaires pour manœuvrer diplomatiquement dans ce champ de mine extrêmement délicat, où chaque pas peut faire exploser la situation et déclencher une guerre plus large, impliquant directement la Russie, la Chine, le Pakistan, l'Inde ou d'autres nations qui s'y engagent de plus en plus. Je veux dire, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Yémen sont maintenant directement impliqués dans tout ça. Donc dans cette guerre, qu'on parle d'implication directe ou indirecte, on a maintenant l'Iran, les États-Unis, Israël, le Liban, le Yémen, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région qui se prennent des missiles à cause de leur soutien à Washington. Ils vont devoir choisir d'une manière ou d'une autre. Soit on suit les États-Unis à fond, soit on ne le fait pas. On voit clairement des axes et des alliances se former à toute vitesse. Et certains se disent « Oh, ça dure depuis tellement longtemps ». Non, on en est à quoi? 138, 139 jours. C'est rien du tout, comparé à la façon dont les guerres ont commencé dans l'histoire avant de s'étendre et de devenir des conflits régionaux ou mondiaux. On y est, clairement. Et si quelqu'un pensait, depuis le début de ce conflit, le 28 février, qu'on allait s'en sortir en dansant en quelques jours ou quelques semaines, eh bien, désolé, mais c'est de l'ignorance. Tu vois une sorte d'opération terrestre se préparer, Tony? Tu m'entends? Tu m'entends, Tony? Oui, on dirait qu'il va revenir. Je suis les infos pour voir ce qui se passe avec les attaques saoudiennes au Yémen et les attaques iraniennes contre les pays du CCG. Tony, est-ce que tu penses qu'une opération terrestre est en train de se mettre en place, maintenant que les États-Unis reviennent dans la guerre? Des opérations terrestres en cours, quelque part près du détroit d'Ormuz. Oui. Oui, je pense absolument que dans cette nouvelle phase du blocus, les États-Unis renforcent leurs forces ou envoient davantage de troupes dans la région. On renforce aussi des éléments déjà présents en Irak, ce qui ne peut vouloir dire qu'une chose,
l'ouverture d'un second front le long de la frontière ouest de l'Iran et de la frontière de l'Irak, sur la ligne kurde. On voit déjà ça se mettre en place et ça va s'intensifier. Avec la remise en place du blocus, il faut le dire, on a maintenant plus de forces engagées, notamment des forces navales, dans ce groupe opérationnel et dans le blocus lui-même. Les éléments qu'on a ajoutés à ce groupe naval qui va reprendre le blocus ne sont pas forcément des forces de blocus. Ce sont des forces d'assaut. Le USS Boxer, par exemple, est un groupe d'assaut amphibie. Le USS Tripoli, qui était déjà dans la zone, est lui aussi un groupe d'assaut. Les éléments qu'on a ajoutés ou conservés sont des composantes d'assaut. Le USS Tripoli, le USS Boxer et les navires de combat littoraux qui font partie de cette force opérationnelle ne servent pas vraiment à mettre en place un blocus stratégique. Ce n'est pas leur rôle. Est-ce qu'ils peuvent y contribuer? D'une certaine manière. Oui, peut-être, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont été conçus. Vous savez, c'est un peu comme demander à votre quarterback de botter le ballon parce que le botteur s'est blessé. Il peut le faire sans doute, mais ce n'est pas sa spécialité. Donc, quand on regarde les forces déployées dans cette task force au sein du commandement central américain ou de la 5e flotte, on voit qu'elles ont été réorganisées pour un type d'assaut amphibie. Maintenant, je veux préciser une chose. Ça ne veut pas forcément dire des dizaines de milliers de marines, de soldats de l'armée ou de troupes terrestres débarquant sur la côte iranienne. Cela pourrait très bien signifier un encerclement stratégique par les airs et par des tirs, ou des frappes de missiles, disons des tirs d'artillerie à longue distance, pour isoler complètement l'île de Keshm. Ensuite, on ferait venir des forces pour mener une opération conjointe d'entrée forcée ou un raid stratégique, faute de meilleurs termes, afin de s'emparer de l'île, de la prendre et de la contrôler. Ce que je vous demanderais d'imaginer, c'est la percée de Pusan. En Corée, les forces américaines encerclées, puis renforcées depuis la mer, et ensuite la percée de Pusan. On pourrait mobiliser énormément de ressources pour prendre l'île de Keshm, la défendre, la saisir, la contrôler, puis y amener la puissance aérienne qu'on pourrait ensuite projeter depuis l'aérodrome de Keshm. À partir de là, on pourrait étendre cette défense à l'ensemble de l'île, sans jamais nécessairement poser le pied sur le continent iranien. Alors, est-ce que les États-Unis pourraient faire quelque chose comme ça? Oui, et je pense que c'est bien le plan. Parce que, comme je l'ai déjà dit, continuer simplement à bombarder ou à imposer un blocus, on l'a déjà fait. Et ça n'a rien donné en termes de changement dans le calcul diplomatique d'un accord négocié. Donc les États-Unis vont devoir faire quelque chose dans cette nouvelle phase d'escalade pour modifier ce qui sera mis sur la table lors des négociations. Soit dire, « Hé l'Iran, maintenant on a ça, et toi tu ne l'as pas, tu veux négocier ?» Et la réponse de l'Iran sera probablement non. Mais les États-Unis n'ont aucune chance de relancer une négociation, un armistice, un cessez-le-feu ou un traité s'ils ne changent pas les conditions qui existaient avant que cette escalade ne reprenne. Donc la seule façon de modifier ce calcul, renverser le gouvernement iranien. Eh bien, on a déjà essayé. Ça n'a pas marché. Vous savez, les bombardements à grande échelle, ça n'a pas marché non plus. Le blocus, pareil, échec. Alors, que reste-t-il à faire maintenant? Les États-Unis peuvent soit aller jusqu'au bout, une guerre totale, sur terre, dans les airs et sur mer. Et croyez-moi, ce plan est sans doute sur la table. Mais ce n'est pas une option que les États-Unis veulent vraiment envisager, parce qu'elle entraînerait de lourdes pertes, sans aucune garantie de succès. Ce que les États-Unis, le commandement interarmé, l'amiral Brad Cooper ont présenté dans les plans transmis par le chef d'état-major au président, c'est probablement une série d'options qui commencent par une idée simple, lancer une attaque amphibie
pour reprendre le contrôle, pour prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, par la terre, la mer ou les airs. Et pour relier la mer et l'air, il faut forcément un point d'ancrage de l'autre côté, pour ainsi dire. Dans ce cas précis, ce serait l'île de Keshm. Donc, je pense que les États-Unis vont prévoir une action terrestre, une opération au sol. Pas des dizaines de milliers d'hommes, pas une opération du type Iwo Jima, mais une opération d'entrée interarmée ciblée pour prendre et sécuriser d'abord l'aérodrome de l'île de Keshm. Et à mon avis, cela va se produire dans les prochains jours. Tony, last night they used HIMARS to attack Iran. Tony, hier soir, ils ont utilisé des HIMARS pour attaquer l'Iran, des HIMARS venant de Bahreïn et du Koweït. Et apparemment, l'attaque iranienne contre le Koweït a été tellement efficace qu'ils ont pratiquement détruit le site qu'ils utilisaient, l'une des plus anciennes bases de l'ONU, située à la frontière entre le Koweït et l'Iran. C'est depuis cette base qu'ils tiraient. Les HIMARS étaient là et ils visaient des cibles dans l'ouest de l'Iran. Ce soir, il n'y a pas eu de rapport mentionnant l'utilisation de HIMARS depuis le Koweït. Mais j'ai vu un rapport indiquant que depuis Bahreïn, il y aurait eu des frappes avec des HIMARS. Aucune attaque depuis le Koweït. Hier, l'Iran a déclaré que lorsqu'ils ont frappé la cible au Koweït, ce site des HIMARS, ils avaient touché des troupes américaines, qu'ils avaient tué des soldats américains. Plus tard, le CENTCOM a démenti, affirmant qu'il n'y avait eu aucune victime. Personne tué ni blessé. Quelle est votre compréhension de cette situation? What is your understanding of that? Eh bien, si les contre-attaques de l'Iran visaient les systèmes HIMARS au Koweït, il est très probable que des militaires américains aient été tués dans ces frappes. Parce que le HIMARS, le système de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité, c'est avant tout un système. Il peut être monté sur camion ou sur chenille. Il existe une version qui ressemble à un char et une autre qui ressemble à un très gros camion. Donc le HIMARS, c'est simplement un système d'artillerie. Ce système peut tirer différents types de munitions, des roquettes à longue portée par salve de 6 ou 2 salves, ou bien 2 missiles plus gros, les ATACMS. Ceux-là sont plutôt des missiles stratégiques, comme je l'ai dit. Il y a aussi le missile PRSM, dont nous avons vraiment besoin en ce moment et dont nous manquons cruellement. Alors, quand on regarde l'utilisation des missiles HIMARS, c'est là que ce qui est employé nous raconte une partie importante de l'histoire. Imaginons que je sois en première ligne, en guerre contre quelqu'un, et qu'on me lance des pierres. Si ces pierres m'atteignent, je peux en déduire qu'ils sont proches, parce que pour me toucher avec des pierres, il faut être à une certaine distance. Maintenant, si je commence à recevoir des tirs d'artillerie, je sais qu'ils sont plus loin, mais ils ne peuvent pas être plus loin que la portée de leur système, n'est-ce pas? Donc le fait d'utiliser le système HIMARS donne à l'Iran un indicateur très clair de la distance à laquelle il peut être employé. Et si on utilise un certain type d'hypersonique, eh bien, on peut s'en servir sur une plage de distance beaucoup plus large, d'ici à là-bas. Si vous utilisez des HIMARS, que ce soit avec des ATACMS, des MLRS ou autre chose, il faut les employer dans une certaine portée, parce que c'est la limite du système HIMARS. Alors, avoir des HIMARS à Bahreïn, au quartier général de la 5e flotte, ça c'est nouveau. Ce n'est pas la configuration tactique habituelle de l'artillerie dans la région. Au Koweït, on en a toujours eu. Mais en avoir maintenant à Bahreïn, c'est inédit. Et ça montre que Bahreïn est désormais... Enfin, qu'on continue à maintenir les forces de commandement de mission de la 5e flotte sur place. Peut-être pas exactement au même endroit, parce que je pense que l'ancien quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn, à Manama, a été en grande partie détruit. Mais on garde au moins une présence du quartier général de la 5e flotte à Bahreïn. Alors, si vous êtes un stratège iranien, vous regardez tout ça,
Et vous vous demandez pourquoi? Pourquoi les États-Unis maintiendraient-ils une présence de commandement opérationnel à Bahreïn? Pourquoi? Parce qu'il faut bien avoir la capacité de diriger les forces navales si l'on veut lancer une opération dans le Golfe Persique. Sinon, pourquoi garder cette capacité de commandement à Bahreïn? Donc, si vous êtes l'Iran et que vous assemblez les pièces du puzzle, des systèmes de roquettes tactiques désormais installés à Bahreïn, alors qu'ils n'y étaient pas avant, les États-Unis qui maintiennent leur position de commandement à Bahreïn, malgré nos frappes répétées. Pourquoi? Les États-Unis prennent donc un risque, délibérément, pour pouvoir disposer d'un commandement opérationnel, de moyens tactiques et stratégiques dans la région. À portée de quoi, exactement? Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est mener des opérations dans le Golfe Persique. Et ce que je trouve important que tout le monde comprenne, c'est que le Golfe Persique, le détroit d'Ormuz et le Golfe d'Oman, ce ne sont pas la même chose. Les États-Unis n'ont pas, pour l'instant, fait passer leurs forces navales à travers le détroit pour entrer dans le Golfe Persique. Donc, il faut qu'on se pose la question, un peu comme dans un jeu de risque ou un jeu de capture du drapeau, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, comme aux dames ou à capture du drapeau. Vous êtes sur le terrain et vous savez que vous ne savez peut-être pas exactement où se trouve le drapeau de l'ennemi, mais à chaque fois que vous vous en approchez, de plus en plus de monde arrive pour le défendre. Tu te dis, ah, soit ils essaient de me piéger, soit il y a vraiment quelque chose. On a déjà eu assez d'allers-retours, assez de frappes lancées d'un côté et de l'autre, pour savoir quand on trompe et qui on trompe, pour se dire, ah, là, il y a quelque chose. Alors, pensez que les États-Unis vont lancer une attaque amphibie ou envoyer un groupe naval dans le Golfe Persique et qu'il n'y aura aucune riposte. Ce serait naïf. Il y aura une riposte. Et je pense que l'Iran est probablement bien plus conscient de ce que les États-Unis essaient de faire que ce que les États-Unis aiment croire. Mais ça devient de plus en plus évident, vu l'endroit où on place notre artillerie. Le HIMARS, c'est un système d'artillerie. Ça fait partie de la famille de l'artillerie. Là où nous plaçons nos moyens de protection, là où nous maintenons le commandement de mission, ce sont les fonctions de combat. Vos fonctions de combat, la première de toutes, parmi les 7 fonctions de combat, c'est le commandement de mission. Certains appellent ça le commandement et le contrôle, mais le commandement et le contrôle, c'est seulement une partie du commandement de mission. Le commandement de mission, la manœuvre, les feux, la protection. Alors, si vous êtes l'Iran et que vous regardez où l'armée américaine place ses moyens de commandement de mission, de manœuvre, y compris la manœuvre navale et maritime, de feu, de logistique, de protection, en observant tout ça, l'image devient assez claire. Il ne faut pas être un génie militaire pour commencer à comprendre ce que les États-Unis essayent de faire. Donc, l'utilisation du système HIMARS à Bahreïn, c'est un signal. Si c'était seulement au Koweït, ce serait peut-être la routine, parce qu'on y a toujours eu des moyens de protection. Maintenant, les systèmes Patriot et THAAD, même s'ils tirent des missiles, ce ne sont pas de l'artillerie. Ils relèvent de la défense, de la protection aérienne. Alors que le HIMARS, lui, c'est un moyen d'artillerie, un système de tir. Avoir un moyen de protection, c'est une chose. Mais avoir un moyen de tir directement positionné avec le poste de commandement avancé sur la ligne de front, ça c'est un signal. C'est un indicateur très clair pour un professionnel militaire de l'endroit d'où les États-Unis comptent attaquer, avec quels moyens et de quelle manière. Alors si vous êtes l'Iran, vous regardez tout ça, vous additionnez tout et vous vous dites, d'accord, on a été frappé ici, on a riposté là, maintenant ils ont ça à cet endroit, on frappe ici, ils tiennent toujours là. Pourquoi ils ne sont pas partis de là? S'il y a une raison pour qu'ils y soient encore, c'est forcément celle-là. Je vois ce qu'ils font.
Donc les tirs de l'Iran ne visent pas seulement à détruire, même s'il y a bien sûr de la destruction, c'est surtout une forme de reconnaissance stratégique par le feu. Frapper certains sites pour observer la réaction des États-Unis ou leur absence de réaction. Parce que ça aussi, ça donne une image très claire. Et quand on n'a pas de véritable force aérienne stratégique, ni de marine hauturière, ce qui est le cas de l'Iran, l'ensemble de ses forces maritimes se trouve dans le Golfe, eh bien, on agit autrement. Ils gardent encore une capacité solide dans le détroit d'Ormuz. Mais quand on n'a pas une marine stratégique de haute mer, ni une force aérienne profonde, il faut faire sa reconnaissance autrement. Dans ce cas, c'est une reconnaissance par le feu, parce qu'ils ont beaucoup de drones et beaucoup de missiles de moindre portée. Ils peuvent donc continuer comme ça, un moment, avant de perdre la capacité qu'ils utilisent pour obtenir ces informations. Ils peuvent en déployer juste assez pour avoir une image plus claire, avant que ça ne commence à vraiment leur coûter cher, au-delà de la perte de capacité. Tout ça montre assez clairement ce que les États-Unis ont l'intention de faire, et que l'Iran ne sera pas pris par surprise. C'est l'Iran qui est en train de tracer ce tableau. Tony, si je me souviens bien de l'Ukraine, les F-16, les F-18 et les F-35 sont tous capables de transporter des ogives nucléaires, si je ne me trompe pas. Oui, ça dépend. Alors, votre F-16, votre F-18, votre F-35, il y a plusieurs variantes de ces appareils. Et je ne parle pas des versions étrangères, ni de la version I. Je parle des modèles américains, le F-35B, le F-35C, les différentes versions avec des rôles différents. Un F-16, en général, n'a pas la capacité de larguer de grosses bombes. Il peut le faire, oui. Il peut lancer des JDAM, des munitions à guidage de précision. Est-ce qu'on pourrait installer une ogive nucléaire tactique sur une version que le F-16 pourrait tirer? C'est possible, mais ce n'est pas quelque chose qu'on verrait normalement sur un F-16. Le rôle principal du F-16, c'est plutôt le combat aérien, le dogfight ou la suppression des défenses aériennes ennemies. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, peu probable. Votre F-18, c'est plus probable à cause de son rôle d'avion de combat polyvalent. Ça veut dire qu'il ne fait pas seulement du combat aérien, il peut aussi mener des bombardements stratégiques ou des frappes au sol. Donc oui, en théorie, il existe des munitions que le F-18 peut utiliser et qui peuvent être équipées d'une ogive nucléaire. Et pour le F-35, là, absolument. Le F-35 peut non seulement utiliser des munitions pouvant recevoir une ogive nucléaire, mais il peut aussi larguer jusqu'à 22 tonnes de munitions en une seule fois. Il peut lâcher un grand nombre de bombes de 2000 livres en une seule mission. Donc, si vous avez une escadrille de 3 F-35 dotée d'une capacité nucléaire à faible rendement, vous pouvez déjà mener une frappe nucléaire significative rien qu'avec ces appareils. Mais les États-Unis disposent aussi de 2 sous-marins de classe Oyo. Ce sont des sous-marins nucléaires, non seulement à propulsion nucléaire, mais aussi armés de têtes nucléaires. Il y a par exemple l'USS Alaska en Méditerranée et un autre sous-marin de la même classe déployé avec la flotte dans la mer d'Arabie. Ces 2 bâtiments font partie de la triade nucléaire américaine, c'est-à-dire la composante maritime du triangle nucléaire, air, terre et mer. Ils sont équipés et prêts en permanence. Et un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, avec ses missiles Trident D2, ne peut pas simplement se dire « Tiens, je crois qu'on est en guerre nucléaire ». Il faut aller au port et embarquer les armes nucléaires. Non, en fait, ils les ont avec eux en permanence. Ils sont toujours prêts, avec jusqu'à 20 ogives nucléaires Trident D2. Et il y a 2 de ces sous-marins bien positionnés dans la zone, capables de frapper avec une puissance nucléaire. Donc en ce moment,
vous avez une capacité nucléaire aérienne et une capacité nucléaire basée en mer, toutes deux présentes dans la région. Et puis, pour chaque commandement de combat géographique, que ce soit le commandement Nord, Sud, Indo-Pacifique, européen, africain ou central, il y a toujours un stock stratégique d'ogives et de munitions à capacité nucléaire. Alors, la menace nucléaire est-elle clairement sur la table? Oui, absolument. Et c'est quelque chose que je redoute depuis le tout début. Si les États-Unis continuent sur cette voie, on commence à retomber dans le même scénario que la campagne du Pacifique contre le Japon. On a pris les îles, puis Okinawa, et à ce moment-là, on a décidé que si on essayait de mettre fin à la guerre en prenant le Japon continental, en prenant Tokyo, on perdrait trop de monde. Alors il a fallu envisager cette option, l'option nucléaire. Et je le rappelle à tout le monde, il n'y a qu'une seule nation dans toute l'histoire du monde qui l'a utilisée, non pas une, mais 2 fois. Et c'est justement cette nation-là, celle qui est armée et prête, avec des capacités nucléaires stationnées dans le Golfe Persique, dans la mer d'Arabie, ou encore en Méditerranée, qui garde tout cela prêt à l'emploi, à la simple décision d'un commandant de sous-marin, un officier O6, qui pourrait tirer sur un simple appel téléphonique. Donc oui, ils sont là. C'est un danger bien réel. Et si cette guerre continue de s'intensifier sans qu'une solution militaire soit trouvée, que feraient alors les États-Unis? Ce ne serait pas contraire à la politique américaine d'utiliser une arme nucléaire pour forcer un autre pays à se rendre. Non, non. Yeah, yeah. Thank you, Tony. Merci, Tony. L'ambassade des États-Unis à Abu Dhabi est en train d'évacuer les responsables américains des Émirats arabes unis. Je ne sais pas quel est le plan pour les Émirats. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'attaque iranienne contre le pays, mais ils évacuent quand même le personnel de l'ambassade et du consulat à Dubaï et à Abu Dhabi. Donc, si les États-Unis en sont arrivés au point d'évacuer leurs ambassades et leurs consulats aux Émirats arabes unis, ça veut dire qu'ils savent que quelque chose se prépare là-bas. Soit parce qu'ils comptent utiliser les Émirats et qu'ils savent que le pays risque d'être pris pour cible en représailles, soit parce qu'ils ont des informations sur un événement imminent et qu'ils préfèrent donc faire partir leur personnel. C'est un signe, non? Quand on commence à quitter le navire avant même d'apercevoir l'iceberg, c'est que quelqu'un, quelque part, l'a déjà vu. Peut-être pas les autres passagers, mais quelqu'un l'a vu. Les États-Unis, eux, quittent déjà le navire. Alors, si j'étais aux Émirats arabes unis, je ferais très attention à ce qui pourrait se passer dans les 12 prochaines heures. Oui. Merci beaucoup, Tony, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Merci, Nima. J'apprécie. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Thank you.